10 candidats figurant sur la liste électorale validée par la HCC ont invité le FFKM, le Conseil chrétien des églises, à prendre des responsabilités pour sortir le pays de la crise profonde dans laquelle il se trouve actuellement. Ces candidats contestent le gouvernement mis en place par un coup d'État pour diriger le pays. Les mesures concernant le taux de nicotine acceptable imposé par l'Union européenne ne seront appliquées à Madagascar qu'en janvier 2024. Ces mesures devraient être appliquées à partir du 15 septembre prochain. Dans l'actualité internationale, Derna, ville de 10 000 habitants dans le nord-est de la Libye, craint un bilan très lourd alors que les secours peinent encore à accéder à la localité. Plusieurs pays, dont la France, se mobilisent pour envoyer de l'aide. Les 10 candidats figurant sur la liste électorale validée par la HCC ont invité le FFKM, le Conseil chrétien des églises, à prendre des responsabilités pour sortir le pays de la crise profonde dans laquelle il se trouve actuellement. Pour ces candidats, les institutions de l'État ainsi que le pays traversent une crise. Il n'y a pas de sérénité dans la préparation du processus électoral. Ces 10 candidats ont fait une déclaration commune ce matin. La déclaration de ces 10 candidats a été faite compte tenu des infractions et des violations répétées de la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle à travers les décisions prises par cette dernière. Ici présents, qui avons signé cette déclaration, contestons les décisions 11 HCCD3 concernant la liste des candidats du 9 novembre 2023, celle de numéro 12 HCCD3 du 9 septembre 2023 concernant l'intérim à la tête de l'État et appelons la Haute Cour constitutionnelle à prendre part dans la résolution du problème. D'après la déclaration commune des candidats, les déclarations prises par la HCC sont partisanes et s'apparentent à de la complicité avec le pouvoir exécutif. Le pays se trouve dans une situation de non-droit. La séparation des pouvoirs n'est pas respectée et la démocratie est en danger. Ces candidats n'acceptent pas que le gouvernement ayant été mis en place par un coup d'État dirige le pays. Pensons que la décision prise par l'Haute Cour constitutionnelle n'est rien d'autre qu'un coup d'État institutionnel, car il est nullement stipulé dans les textes en vigueur que le gouvernement, même collégialement, puisse décider de la suite de l'intérim de la présidence de la République. Sur ce, donc pour marquer notre désaccord, nous n'allons pas participer à la réunion initiée par la HCC le 15 septembre prochain, et appelons l'ensemble de la population à rester vigilante, mais surtout à respecter la loi et la paix à Madagascar. Appelons également la FFKM à prendre des initiatives dans le sens du Raemandin du pays pour éviter qu'une crise ne se profile à Madagascar. Et surtout, faisons un appel à la communauté internationale pour qu'elle ne se rende pas complice des violations répétées de la loi dans ce processus électoral pour l'élection présidentielle à Madagascar. La principale préoccupation des candidats porte sur la transparence dans l'organisation des élections et le maintien de la légalité dans le processus menant vers ces élections. Ainsi, si le président du Sénat n'est pas en mesure d'assurer les fonctions du chef de l'État par intérim, il doit démissionner de la présidence du Sénat, d'après les explications. Ce qu'on espère, c'est qu'on puisse avoir un processus électoral transparent à Madagascar, mais au-delà de ça, on ne demande rien d'autre. On soupçonne, peut-être comme la version malagasy, c'est qu'on soupçonne dans ce processus de micmac institutionnel une mainmise sur les élections, mais aussi une mainmise sur l'économie
de Madagascar. S'il ne peut pas, mais il commence d'abord par partir de la tête du Sénat. Pour les observateurs politiques, la mise en place du gouvernement collégial à la tête du pays est une entrave à la démocratie et au droit vu qu'un gouvernement est constitué de membres désignés et non d'élus. Les mesures concernant le taux de nicotine acceptable imposé par l'Union européenne ne seront appliquées à Madagascar qu'en janvier 2024 afin d'empêcher toute interruption pour l'exportation pour 2023-2024. C'est ce qui ressort du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ces mesures devraient être appliquées à partir du 15 septembre prochain. Malgré ce délai, ces mesures imposées par l'Union européenne vont avoir des conséquences sur les activités de la filière qui peinent à se relever jusqu'à maintenant. Lorsque la campagne s'ouvrira, la filière vanille fera de nombreuses offres sur le marché mondial. Vu que les stocks de 2021-2022 n'ont pas été écoulés, la récolte 2023 va s'y ajouter. Ce qui veut dire que l'offre de Madagascar va peut-être doubler. Il est évident que les opérateurs vont avoir du mal à écouler le produit. L'Union européenne avait annoncé officiellement l'application de ces mesures le 15 février dernier. Le gouvernement en a contesté ces mesures restrictives que le 2 août dernier, une situation que déplorent les acteurs de la filière vu son importance pour l'économie du pays. Les opérateurs souhaitent que les pourparlers engagés se poursuivent pour qu'ils aboutissent à des solutions durables pour la filière vanille. Il est souhaitable qu'il y ait une concertation entre les différentes structures responsables afin de mettre en place une nouvelle stratégie pour permettre une éclaircie dans la filière vanille. Ces solutions donneront aux acheteurs la garantie que les acteurs malgaches de la filière vanille maîtrisent le système en connaissant l'état de leur production, de leur vente, de leur stock et de leur production à venir. Sans de telles données sur la table des négociations, il est difficile de convaincre les importateurs et les transformateurs. Les acteurs de la filière réclament l'élaboration d'une stratégie claire et efficace en collaboration avec toutes les parties prenantes à la base pour résoudre les problèmes actuels de la vanille. Pour ces acteurs, les solutions sont apportées à demain, mais ça nécessite la volonté politique des dirigeants. Le secteur de la recherche pharmaceutique se trouve actuellement menacé par les revendications d'une personne qui tente de s'accaparer du terrain de 9000 m² où poussent différentes variétés de plantes médicinales endémiques à Madagascar et qui ont notamment permis de découvrir des médicaments contre le cancer de la prostate et du Covid-19. Le CNAR produit des résultats de recherche pharmaceutique à partir de plantes médicinales. Le CNAR a effectué des recherches lors de la pandémie de Covid-19. Depuis 1977, les résultats sont nombreux, pour ne pas citer que la mise au point du fanaférol, qui est un cicatrisant. Je veux dire par là que délester le CNAR de ce terrain a des conséquences sur la population. Il y a aussi l'aspect conservation des plantes, qui n'existe nulle part ailleurs, tel que le coup de fil utilisé pour le cancer de la prostate. Pour les responsables du Centre national d'application de recherche pharmaceutique, les revendications de l'individu en question ne sont pas fondées. Elles s'appuient sur l'autorisation que lui a donnée le Fouktan de valoriser le terrain et a déclaré le propriétaire. Les infrastructures du CNAR ont été achevées en 1972. Ses activités ont débuté en 1976. C'est un centre de recherche pharmaceutique sur les plantes médicinales. Le centre a été clôturé en 1977. L'individu qui réclame le terrain dit qu'il a mis en valeur le terrain en 1980. Comment a-t-il pu faire, vu que c'est un terrain clos ? Ces revendications ne sont pas fondées.
De plus, ce terrain qui a été attribué au CNARP n'appartenait pas à une seule personne. L'individu déclare avoir eu un document du président du Fouktane attestant qu'il a mis en valeur ce terrain alors que ce terrain est couvert de plantes médicinales suivi par le CNARP. Le centre de recherche et le ministère de tutelle ont entrepris des démarches pour le protéger. D'après les explications, il est inadmissible que le terrain de ce centre qui est un bien en commun et qui est à l'origine des résultats de recherche utilisés en faveur de l'intérêt général soit revendiqué pour servir à des intérêts personnels. L'absence de débouchés constitue un des principaux handicaps des opérateurs malgaches, aussi bien au plan local qu'à l'international. La Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo œuvre pour une collaboration entre l'État et les partenaires pour débloquer la situation. Les opérateurs du pays déploient actuellement des efforts pour mettre en valeur les produits du pays. Les produits fabriqués à Madagascar doivent répondre à des normes précises. Nous devons mettre en place des normes précises pour les produits fabriqués à Madagascar. Tant que ces normes ne seront pas en place, tous les produits pourront se prévaloir d'être fabriqués à Madagascar. Nous devons mettre en place ces règles du jeu. Une formation doit être dispensée aux opérateurs. Une mise en contact avec différents partenaires commerciaux leur est aussi primordiale. Les rencontres B2B sont très importantes car elles mettent en relation l'offre et la demande. Il y a les opérateurs mais aussi les visiteurs. Les chambres de commerce proposent de nombreux services dont les formations, le coaching, la recherche de débouchés. C'est pour améliorer les relations commerciales des opérateurs que la deuxième édition du Salon de la créativité Voyage sera organisée à partir du 25 octobre et pendant 4 jours au stade Barria de Mamas. Après avoir attendu 2 jours durant devant le stade Barria le remboursement de leur carburant de départ, les transporteurs des Jeux des îles de l'océan Indien sont rentrés à Bredouille. 15 jours après la tenue de ces Jeux, rien n'a été fait pour qu'ils puissent récupérer leur carburant. La plupart se sont donc résignés à reprendre leurs activités quotidiennes. Joint au téléphone, un chauffeur a expliqué que jusqu'à maintenant, il attendait des informations émanant des responsables. C'est le propriétaire de la voiture qui est en pourparlers avec les organisateurs. On n'a toujours pas d'informations. En général, ce sont à peu près 200 000 arrières de carburant par véhicule qui attendent un remboursement de l'État. Plus d'une centaine de véhicules sont concernés par cette situation. Les organisateurs des Jeux des îles doivent donc s'acquitter d'une ardoise de plusieurs centaines de millions d'arrières. Rappelons que le contrat entre les deux parties prévoit que le plein des carburants soit fait avant le 25 août dernier, ce qui n'est toujours pas le cas. Dans la ville dévastée de Derna, les habitants commencent à enterrer leurs morts, comme ici dans cette fosse commune. Le bilan est très lourd. Des milliers de personnes sont décédées ou portées disparues. Ces volontaires sont dépassés. Nous sommes toujours à la recherche de victimes. Nous appelons tous les jeunes Libyens, tous ceux qui ont un diplôme ou qui travaillent dans le secteur médical, à venir nous aider. Nous manquons d'infirmières. Nous avons besoin d'aide. Bâtiments dévastés, routes jonchées de gravats et recouvertes de boue, voitures retournées. Cette ville de 100 000 habitants a été ravagée par la tempête Daniel et la rupture de 2 barrages. Les flots ont tout emporté. C'est un désastre dans tous les sens du terme. Honnêtement, c'est un désastre. Malheureusement, la moitié de la population, peut-être 90%, s'est noyée. Toute la maison de ma tante a été détruite, tout comme la maison de mon autre tante et celle de mon cousin. C'est un génocide.
Au-delà de Derna, c'est tout le nord-est libyen qui a été frappé. L'acheminement de l'aide est parfois compliqué. Certaines zones sont avec toujours des quantités d'eau importantes qui rendent l'accès difficile, mais le Poisson Rouge libyen, les autorités ont trouvé des solutions pour amener l'assistance, porter secours à ces personnes. C'est la pire catastrophe naturelle dans cette région de la Libye depuis le tremblement de terre en 1963. Le gouvernement basé à Tripoli a déclaré qu'il enverrait toute l'assistance possible à l'est du pays, un territoire contrôlé par une autorité rivale.